Excellency Ambassador John McNee, Secretary General of the Global Center for Pluralism, Excellencies, Ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am particularly delighted this evening to join this vibrant audience hosted by a prestigious organization, the Global Center for Pluralism, that strives tirelessly towards the respect of diversity and inclusion around the world. It is no surprise that this center is founded here in Ottawa, the capital city of Canada, land of diversity, inclusion, multiculturalism, and tolerance. As the founding father of modern Canada, Pierre Elliott Trudeau said, "If Canada is to survive, it can only survive in mutual respect and in love for one another." This is one of the main reasons why Canada has always been a source of inspiration and admiration for many Tunisians. I would like also to express my warmest thanks to Ambassador McNee for the center interest in Tunisia and for offering me this opportunity to address such a prominent and diverse gathering. Mesdames et messieurs, la Tunisie, 3 fois millénaire, et qui a toujours été un carrefour de civilisation, a de nouveau pris rendez-vous avec l'histoire, en lançant les prémices du printemps arabe en décembre 2010, janvier 2011. Le rapport de la Tunisie avec la démocratie remonte en fait à l'Antiquité. La constitution de Carthage a été rendue célèbre par une évocation élogieuse d'Aristote dans son livre Le Politique. Cette constitution a permis aux Carthaginois de pratiquer la démocratie et d'ériger un système institutionnel codifié. Cette loi fondamentale constitue une fierté et une preuve de l'ancienneté, de la pratique et la tradition étatique dans mon pays. Précurseur en matière de modernisation, la Tunisie a été en effet le premier pays arabe à avoir aboli l'esclavage en 1846 et a promulgué la première constitution civile en terre d'islam en 1861. Ce texte est la consécration d'un mouvement réformiste initié dès la moitié du XIXe siècle par des précurseurs comme Khaireddin Bacha et poursuivi au XXe siècle par Monsef Bey, un des rois de la Tunisie qui a été un roi nationaliste, Tahar Haddad, l'un des grands réformateurs de la Tunisie moderne et un des pères fondateurs des droits de la femme, Bourguiba, bien sûr, le fondateur de la Tunisie moderne, et bien d'autres. Tout juste après l'indépendance, une nouvelle constitution tunisienne a été promulguée le 1er juin 1959, instaurant un régime républicain et répondant aux besoins du développement de la société. La Tunisie fut également pionnière en matière de statut de la femme, avec la promulgation du statut personnel en 1956, 4 mois seulement après l'indépendance du pays, le 20 mars 1956. La place privilégiée de la femme tunisienne fait figure d'exception depuis longtemps dans le monde arabo-musulman. La tradition réformiste tunisienne s'est appuyée sur le socle d'une lecture éclairée et modérée de la religion et s'est opposée de tout temps
à toute interprétation rigide ou extrémiste de l'islam. Cette spécificité tunisienne conforte aujourd'hui notre marche irréversible vers un modèle démocratique auquel sont attachées toutes les composantes de la société et de la classe politique en Tunisie. Dans ce cadre, je ne pourrais pas ne pas évoquer la ferme volonté du président de la République, Béji Caïd Essebsi, de poursuivre l'œuvre avant-gardiste qu'a toujours assumée la Tunisie sur le chemin de liberté et de l'égalité totale entre l'homme et la femme. En effet, en août dernier, août 1917, à l'occasion de l'anniversaire de la promulgation du statut du Code de statut personnel, il a appelé à une réflexion sur l'égalité dans l'héritage et la décision courageuse au sujet du mariage de la Tunisienne avec un non-musulman constitue autant de mesures révolutionnaires qui s'inscrivent dans la même lignée réformiste de la Tunisie. La commission d'experts et d'intellectuels indépendants instaurée à cette fin par le président de la République, la commission des libertés individuelles et de l'égalité, vient de rendre son rapport il y a quelques jours, lequel sera ouvert au débat par tous les Tunisiens. Égalité dans l'héritage, peine de mort et plusieurs autres droits individuels sont aujourd'hui objet d'un débat national. Une nouvelle étape pour préserver sur la voie de la réforme. Mesdames et messieurs, la période de transition n'a pas été facile en Tunisie. En effet, pendant les 3 premières années, après 2011, on a assisté à un processus laborieux, voire parfois douloureux, pour plusieurs raisons, dont notamment les nombreux conflits sociaux et politiques ayant émaillé ce processus. Les autres phénomènes ayant marqué cette évolution furent la prolifération des partis politiques, dont le nombre a dépassé aujourd'hui 200 partis politiques, et les nombreuses revendications sociales, sans omettre de mentionner l'euphorie occasionnée par la liberté d'expression, d'opinion et de presse. Nous reviendrons tout à l'heure pendant le débat, mais je voudrais vous dire que pendant 60 ans, on a vécu avec une seule télévision, une seule chaîne de télévision, qui était longtemps noir et blanc. Aujourd'hui, nous avons 14 chaînes de télévision, publiques et privées. Nous avons une bonne quarantaine de chaînes radio, régionales, locales et nationales, et une centaine de journaux, dont une bonne trentaine de journaux en papier et les autres de journaux électroniques. Tout ce monde-là, tous ces médias se disputent l'information dans un petit pays qui est un pays jeune en matière de pratique démocratique. Vous voyez dans quelles circonstances et dans quel contexte nous sommes en train d'évaluer. Mais cela ne nous empêche pas d'être fiers sur les pas importants que nous avons déjà réalisés sur la voie de la consolidation de ce processus. Plusieurs personnes nous posent la question pourquoi la Tunisie a réussi alors que malheureusement d'autres pays ne l'ont pas fait. Tout simplement parce que la Tunisie a fait pendant les premières années de l'indépendance des choix fondamentaux. Un de ces choix, c'est évidemment la généralisation de la scolarisation, de l'éducation. Rendant l'éducation gratuite, obligatoire pour tous les jeunes Tunisiens, garçons et filles, jusqu'à l'âge de 16 ans. Pendant les premières années de l'indépendance, le majeur enjeu et défi de la Tunisie, nouvellement indépendante, c'est comment éradiquer l'analphabétisme. On voyait des vieilles dames habillées en blouse blanche en train d'apprendre l'alphabet en arabe. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est comment trouver un emploi
pour 300 000 jeunes titulaires de master d'université. Vous voyez le chemin qui a été parcouru par la Tunisie pendant 60 ans. La Tunisie a choisi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté et l'égalité totale du genre. Un thème, je sais que c'est un thème de priorité et prioritaire pour nos amis canadiens. Aujourd'hui, après 60 ans, 63% des docteurs en Tunisie sont des femmes. 42% des juges sont des femmes. Vous savez, en droit musulman, enfin, pas en droit musulman, mais en droit musulman, en fait, le témoignage d'une femme, d'un homme, vaut le témoignage de deux femmes. Aujourd'hui, vous avez 42% des juges statuant sur les crimes les plus importants. Ce sont des femmes qui peuvent prononcer la peine de mort. Bien qu'on n'a jamais exécuté depuis maintenant une trentaine d'années procédé à l'exécution de la peine de mort. Mais la peine de mort continue à être dans le droit tunisien. Alors, je ne vous parle pas du nombre des étudiantes, qui sont l'équivalent presque 60%, alors que les garçons regardent le football, les filles font évidemment, sont studieuses à faire leurs études. Tout ça a créé une société moyenne, classe moyenne, qui est l'apanage, je pense, le fondement de cette transition, enfin, ce succès de cette transition qui continue, comme vous l'avez bien dit, à être malheureusement fragile, tout simplement parce que, vous savez, ce qui a fait les Tunisiens se sont révoltés en 2011, c'est pas pour demander à être plus pieux, ou bien plus arabes, ou bien plus musulmans. Ils l'étaient pendant 14 siècles. Ils ont demandé pour plus de liberté. Ils sont sortis dans la rue pour demander, réclamer plus de liberté. Ils l'ont aujourd'hui avec ce que je venais de vous dire sur l'explosion en matière d'information. Et ils se sont révoltés pour demander plus de dignité. Or, la dignité vient avec l'emploi, avec la sécurité. Jusqu'à présent, nous avons des difficultés à les convaincre que la démocratie est le meilleur système capable de délivrer cette dignité. Parce qu'en 7 ans, l'économie n'était pas en mesure de suivre les performances, entre guillemets, de la transition politique et capable de créer des opportunités d'emploi pour ces jeunes. L'autre thème, j'aime bien, vous savez, j'aime bien ne pas lire parce que l'autre, je pense que l'approche qu'a choisie la Tunisie, c'est une approche consensuelle. Nous avons, en 2013, il y avait une polarisation dans la société tunisienne entre une partie de la société qui voulait, coûte que coûte, changer le mode de vie des Tunisiens en le rendant plus rigoureux en matière de respect des préceptes religieux, et une grande partie de la société qui est attachée au modèle de société qui a toujours caractérisé la Tunisie, pas seulement indépendante, mais même pendant des siècles. Et cette polarisation allait nous mener exactement comme les autres pays, malheureusement, en Syrie, en Libye et ailleurs. Mais les Tunisiens, de tous bords, ont préféré opter pour le dialogue et la solution de compromis et de consensus. C'est cette ingéniosité qui a créé ce qu'on appelle le quartet. 4 organisations nationales, le JTT, le syndicat, l'UTK, le patronat, l'organisation des avocats et l'organisation des droits de l'homme, une organisation unique dans cette région-là, comme le JTT d'ailleurs, le syndicat qui est le plus ancien dans notre région,
ils ont opté pour le dialogue, pour le consensus, et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire voter une constitution, une des constitutions les plus modernes aujourd'hui, puisque non seulement elle consacre la liberté d'expression, le pluralisme, l'alternance au pouvoir, tous les préceptes démocratiques que vous connaissez, mais également consacre la liberté de conscience. C'est une constitution pour des citoyens, constitution nationale pour des citoyens tunisiens dans un pays musulman. Donc la religion n'est pas l'apanage de l'État, c'est l'apanage, c'est un choix individuel que tout Tunisien, qu'il soit musulman, chrétien ou ailleurs, ou autre, il est libre. Mais l'État, dans une société, notre société, elle est à 99, disons 98%, une société musulmane. Donc vous voyez, c'est un pas important qui a été franchi sur la création de cette société civile, une conception de la société civile démocratique, et qui est, je pense, le socle du succès de l'expérience tunisienne. D'ailleurs, cette approche consensuelle, comme vous le savez, nous a permis au quartet d'avoir le prix Nobel de la paix, une distinction dont on est évidemment bien fier, parce que ça reflète ce côté tolérant et consensuel de la société tunisienne. Notre ambition, évidemment, l'ambition de la Tunisie, c'est, et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de dire à nos frères libyens, que la Tunisie est pour tous les Tunisiens, qu'ils soient islamistes, donc, qu'ils soient nationalistes arabes, qu'ils soient communistes, parce qu'on en a des communistes chez nous, socialistes, ou de tout bord, libéraux ou de tout bord. Et donc, notre ambition, c'est de démontrer au reste du monde que l'islam n'est pas l'antinomie de la démocratie. Et que l'islam est par essence une religion tolérante qui épouse les principes et qui anticipe plusieurs principes, ce qu'on considère aujourd'hui comme des principes fondamentaux démocratiques. Ne sont pas islam et démocratie, ne sont pas contraires. Au contraire, ils peuvent vivre ensemble. Notre ambition, évidemment, c'est de créer les conditions pour que notre jeunesse soit une force de créativité, le moteur pour faire de la Tunisie un pays démocratique et prospère. Et on a tout. La position géographique, les ressources humaines, le lien que nous entretenons depuis longtemps avec le reste du monde, cette ouverture. La Tunisie, si vous la voyez sur la carte, c'est un pays qui se tend, qui se rapproche, qui a toujours demandé à être plus proche des autres. Et d'ailleurs, cette tendance nous a coûté pendant toute notre histoire d'être colonisés. On a vu de toutes les colonisations en Tunisie. Certains pays frères africains ont connu une ou deux. Nous, on en a connu plusieurs. Depuis les Romains, on parlait tout à l'heure, les Carthaginois venant du Liban,